Donc je vais essayer maintenant, à la suite de Catherine Reverdy, de reprendre des éléments issus de la recherche et qui permettent en fait de penser l'action professorale au sens large, mais aussi l'action des cadres et des chefs d'établissement, mais de la penser en termes de ressources. Donc, j'ai eu la chance d'être présidente du jury de la conférence de consensus. Et du coup, je vais essayer aussi, à partir des résultats et à partir des recommandations qui ont été faites dans le cadre de la conférence de consensus, augmenter d'un certain nombre d'autres résultats de la recherche, de vous donner, en tout cas de vous présenter des éléments qui me sembleraient relativement pertinents du point de vue de la ressource, que vous pourriez diffuser dans les établissements ou dans l'action quotidienne dans la classe. Donc du coup, quand on parle de différenciation, Gilles Pétraud a donné une définition. En fait, on voit bien qu'il y a deux grands types de différenciation. Il y a une différenciation qui est structurelle. Structurelle, c'est-à-dire il y a du redoublement, des classes de niveau. Ça, c'est de la différenciation structurelle. Je n'y reviendrai pas. Pour la différenciation structurelle, vous avez la conférence de consensus sur le redoublement et les alternatives de 2015, qui est une ressource importante, même si elle est remise quelque part en débat, on va dire, par les décisions ministérielles aujourd'hui. Mais là, vous avez un consensus de la recherche, donc c'est-à-dire un certain nombre de preuves qu'apportent des études nationales et internationales. Donc ici, on va s'intéresser uniquement à la différenciation pédagogique comme un moyen, puisque c'est ça qui est dit dans les textes, de lutter contre les inégalités scolaires et de gérer l'hétérogénéité des élèves. Donc on va voir aussi, c'est en débat, c'est-à-dire qu'il y a toujours des prescriptions qui sont institutionnelles. La recherche, effectivement, elle ne se cantonne pas à ces prescriptions, elle va essayer de voir et de comprendre de quelle manière ça agit les prescriptions agissent auprès des élèves. Donc l'école française, elle a à travailler ces dimensions de l'hétérogénéité et des réussites des élèves, puisque un rapport sur les inégalités scolaires du CNESCO qui est paru l'an passé a montré que la France est différenciatrice, c'est-à-dire qu'elle réussit bien et très bien avec les très bons, bien avec les bons, et elle ne réussit pas vraiment avec les élèves les plus en difficulté. Et que la France, en fait, et c'est ce que vient de dire Catherine, elle pense l'hétérogénéité et la gestion de l'hétérogénéité des élèves via des dispositifs. Donc là, je vous ai mis dans l'encadré bleu un certain nombre de recherches, mais que l'on a entendues ce matin. Grosso modo, à toute difficulté, on va proposer un dispositif. Et que ces dispositifs sont plutôt externalisés et plutôt apposés au temps collectif de l'enseignement. Alors, ça veut dire quoi? Moi, j'aime bien travailler avec des petits schémas. Ça veut dire que le risque, en fait, d'un dispositif, c'est que la flèche noire, c'est... Moi, ce que je suis didacticienne, donc voilà, nul n'est parfait, mais je m'intéresse aux situations d'enseignement et d'apprentissage. Donc, la flèche noire, c'est ce qui se passe dans la classe, le temps des apprentissages dans la classe. Le risque, avec un dispositif, cette flèche bleu-mauve, là, c'est qu'on fasse un système auxiliaire à la classe, mais que ce système auxiliaire reste une institution désolidarisée de la classe. Et ça, les recherches montrent que, surtout pour les élèves en difficulté, ils ne font pas le lien seuls entre ce qui se passe dans le système auxiliaire par rapport à ce qui se passe dans la classe. Donc le risque, mais c'est ce qu'a dit Catherine, c'est que les deux espaces de travail n'arrivent jamais à se reconnecter. Et ça, ce sont des élèves qui vont vous dire « Oh, on n'a jamais vu ça ». C'est-à-dire que, et pourtant on leur dit « Mais si, on a appris ça dans l'accompagnement personnalisé, mais ce n'est pas dans la classe ». Et pour certains élèves, cette externalisation de l'aide est tout à fait contre-productive parce qu'ils n'arrivent pas à réinsérer les apprentissages dans le système qu'est la classe. Et c'est bien le système principal. Et c'est là où on reconnaît l'élève comme celui qui est adéquat ou pas au système.
Du coup, voyez que cette différenciation pédagogique, si elle est pensée en termes de dispositifs externalisés, il y a quelque part un certain nombre de risques. Mais du coup, si on va regarder dans la recherche, eh bien, il y a des... La recherche, en fait, quelque part, elle vient à rebrousse-poil. Et là, nous avons eu pendant la conférence de consensus une conférence de Benoît Galland, qui est lui à l'Institut, enfin, il est à l'Université de Louvain, en Belgique. Et donc là aussi, hein, vous avez dans l'encadré des documents hein, auxquels vous avez accès. Et la question de Benoît Galland, c'est de dire, mais est-ce que la différenciation pédagogique, est-ce que effectivement ça amène à la réussite de tous? Eh bien, on n'en sait rien. La recherche ne peut pas dire ça, ne peut pas, pour ça qu'il y a un point d'interrogation, parce que la différenciation pédagogique, ce n'est pas un concept scientifique, c'est une idée, et dans cette différenciation pédagogique, il y a énormément de choses. Et du coup, comme c'est extrêmement large, eh bien, il y a très peu de travaux empiriques qui testent, comme disait Catherine, hein, les effets de la différenciation pédagogique auprès des élèves. Et que du coup, ce qu'on peut dire du point de vue de la recherche, c'est qu'il y a une absence de consensus minimal sur la définition et les critères de cette différenciation pédagogique, et qu'il y a même un décalage assez profond entre les préconisations ministérielles et les connaissances scientifiques. Pour preuve, Catherine l'a dit très rapidement. Donc là, on a des preuves scientifiques, c'est-à-dire que dans le laboratoire de Louvain et avec des méta-analyses qui ont été faites au niveau international, ils vont sortir des points qui sont qui mettent à mal un peu les systèmes de pensée que l'on peut avoir, mais aussi celles du chercheur. Hein. Moi, je suis tombée un peu de ma chaise parce que il y a des choses que je ne savais pas, même en tant que présidente de la conférence. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire, on entend beaucoup parler des effets de la motivation des élèves, ce que disait Catherine. Mais les recherches, c'est-à-dire sur des cohortes suffisamment représentatives, montrent que les préférences des élèves ne sont pas favorables à leurs apprentissages. C'est-à-dire que l'idée qu'on va chercher ce qui motive les élèves pour amorcer des séquences d'apprentissage, ça ne produit pas de progrès sur les élèves. Alors, ça ne veut pas dire, à contrario, qu'on va prendre au CP des textes de Victor Hugo, bien entendu. Mais vous voyez que si on veut les faire travailler, surtout les élèves en difficulté, sur le foot et des choses comme ça, parce qu'ils aiment bien, ça ne produit pas d'effet favorable. Autre élément qui est maintenant positionné dans ce qui est nommé, vous pouvez trouver ça aussi sur Internet, les neuromythes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a beaucoup parlé des styles d'apprentissage des élèves, auditifs, visuels, kinesthésiques, etc. Donc ça aussi, ça a été testé en fait dans certains laboratoires. Faire correspondre les pratiques d'enseignement au style d'apprentissage des élèves n'apporte aucun bénéfice à l'apprentissage des élèves. Donc, cerveau droit, cerveau gauche, donc les styles d'apprentissage, tout ça, c'est du vent. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre en considération ces éléments-là. Mais c'est de dire, et en fait, il y aurait à peu près 70 profils d'apprentissage différents, donc on ne va pas pouvoir prendre en compte et en considération les profils d'apprentissage. Maintenant, dans les pratiques, ça signifie que, bien entendu, eh bien, on va écrire, on va lire, etc. C'est-à-dire qu'on va employer une variété d'entrées qui vont permettre à l'ensemble des élèves eh bien, de pouvoir mieux considérer l'apprentissage. C'est-à-dire que personne n'est auditif, personne n'est visuel. Dans certaines situations, je vais plutôt être auditif, dans certaines situations, etc. Et en tous les cas, ce que montrent les résultats de ces recherches, montre que ce qui va véritablement conditionner l'effet d'une intervention pédagogique, c'est la prise en considération des connaissances antérieures des élèves. Donc dans cette continuité, et ça sera important. Les intelligences multiples, par exemple, je reviens sur le point précédent, mais Gartner, qui est à l'origine de ces concepts-là, est revenu en arrière sur ce qu'il a écrit. Donc du coup, si on suit le raisonnement de Benoît Galland et de ses méta-analyses, ce ne sont pas tellement les caractéristiques générales des élèves, comme des caractéristiques psychologiques, motivationnelles ou intellectuelles que l'on va prendre en compte,
Mais ce qui va être important, c'est d'avoir des informations fines sur les savoirs des élèves relatifs à l'objet d'apprentissage. Et là, on a tous les travaux de Sabine Kahn ou de Bernard Ray, tous des collègues belges. Et c'est aussi ce que Gilles Pétraud a introduit tout à l'heure, hein, en disant bien que les obstacles d'apprentissage des élèves sont les éléments à être documentés. Du coup, si on va à un grain très fin des pratiques, qu'est-ce qui pourrait effectivement être fondamental dans les manières d'enseigner pour mieux apprendre? Là, c'est aussi des copier-coller en fait de la conférence de consensus, toujours sur ce que nous a dit Benoît Galland. Ben, en fait, mais vous allez voir, enfin, c'est quelque part des sortes d'évidences, des sortes d'allant de soi, des sortes de choses que l'on connaît, mais qui sont bien réaffirmées aujourd'hui par la recherche. C'est-à-dire que plus les objectifs de ce que l'on veut faire travailler aux élèves, plus ces objectifs sont précis, fixés avec l'élève de manière concertée, que ces objectifs présentent un défi modéré, c'est-à-dire qu'ils sont atteignables à court terme avec les élèves, mieux les élèves vont progresser. Les objectifs généraux et à long terme, ça ne fait pas progresser les élèves, sauf les très bons, qui vont effectivement pouvoir se projeter. Du point de vue des activités, eh bien, le terme qui est revenu dans cette conférence de consensus et des 18 interventions des chercheurs nationaux et internationaux, c'est le terme de diversification. Donc, diversifier les types de tâches. Et ces tâches-là, elles donnent lieu à des évaluations. Diversifier les types de tâches, varier les modalités de regroupement. Il n'y a pas une modalité de regroupement qui est meilleure qu'une autre. Ça peut être des groupes hétérogènes, des petits groupes, des très petits groupes, des groupes plus importants, hétérogènes, homogènes, mais c'est dans cette variété que ça va être important. Et là, en revanche, on peut offrir une autonomie qui concerne le choix des tâches. Pas le niveau de difficulté des tâches, mais le choix des tâches. C'est-à-dire, on a un même objectif, un même enjeu d'apprentissage, mais plusieurs tâches qui vont concourir à ce même enjeu. Et là, on peut laisser un choix pour les élèves. Ce qui va être aussi extrêmement important, disent les résultats et les méta-analyses des résultats de recherche, c'est des feedbacks, c'est-à-dire les retours des enseignants à l'adresse des élèves, des feedbacks qui vont être précis, réguliers, mais surtout il ne suffit pas de dire « ah oui, c'est bien » ou « ah oui, non, ça ne va pas ». C'est bien d'avoir des commentaires sur les points forts et sur les points faibles d'une performance. La note ou les appréciations générales, même si c'est des félicitations, hein, ne concourent pas systématiquement au progrès des élèves, mais c'est bien de situer la performance de l'élève par rapport aux performances précédentes de l'élève. Ce sur quoi il a progressé, mais de manière vraiment très précise. Et donc, puis bien sûr, de lui offrir des suggestions sur les moyens de s'améliorer. Des suggestions qui vont être plutôt du privé, c'est-à-dire un dialogue entre l'enseignant et l'élève, et pas public, et qu'on va essayer de coupler ces suggestions d'ajustement des objectifs. Donc vous voyez ici, ce n'est pas des choses qui sont révolutionnaires, mais qui vraiment là ont été testées et montrent effectivement une efficacité du point de vue des progrès des élèves. Du coup, nous, notre travail de jury a été de concevoir des recommandations à l'adresse des enseignants, des chefs d'établissement, des cadres. Donc, en fait, il nous a fallu faire, avant de parler de différenciation, tout un préambule où il n'y a pas de différenciation pédagogique, puisque le premier point, c'est il est nécessaire d'avoir des situations d'apprentissage de qualité. S'il n'y a rien à apprendre, personne n'y apprendra rien. Donc c'est bien la nature et la qualité des situations d'apprentissage qui est prédominante. Elle importe plus que ce que les enseignants perçoivent ou supposent des caractéristiques générales des élèves. Les apprentissages sont liés aux qualités des situations. Avec bien entendu une bonne maîtrise des contenus à enseigner de la part des enseignants, mais ça n'est pas suffisant. Il est nécessaire aussi d'avoir une expertise sur les conditions d'appropriation des contenus, c'est-à-dire cette espèce de vigilance didactique des enseignants. Et ça, bon, alors là, je les ai présentés en points, mais ce n'est pas 1, 2, 3, c'est-à-dire ce sont des points qui sont véritablement circulaires. Dans le deuxième élément, c'est qu'on a aussi dû faire afficher des principes généraux
qui permettent de faire progresser les élèves. Donc, et ça, on retrouve aussi des éléments que Catherine a évoqués. Donc, construire un rapport adéquat entre l'élève et l'école, définir un environnement d'apprentissage structuré, avec des aides et des repères, et de planifier un temps d'apprentissage qui sera plutôt ajusté au rythme des élèves. Ça, on sait que c'est difficile, parce que pour certains élèves, il va falloir un temps d'exposition, ni trop peu. Ni trop parce qu'il n'y a plus d'apprentissage possible, ni trop peu parce que là, il n'y aura pas non plus d'apprentissage possible. Donc en fait, là, on voit aussi les raisons pour lesquelles, par exemple, là, je cite un travail de Guagou, que j'ai repris sur l'ENS, là, le centre Alain Savary, où il dit bien que eh bien, l'implicite, expliciter l'implicite avec les élèves, ça va permettre de contrer des malentendus et donc de rétablir un rapport adéquat de l'élève à ce qu'il doit faire. Et donc ça, les malentendus, ce sont des travaux de Rochex, de Bautier, de Paris 8. Et il dit, donc Guagou dit, certains enfants apprennent bien parce qu'ils maîtrisent les règles du jeu implicite de l'école, le lien entre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on apprend. Pour d'autres, les malentendus socio-cognitifs font rage lorsque les élèves ne comprennent pas ce qui est en jeu, du point de vue cognitif, du point de vue des apprentissages, et confondent tâches scolaires et apprentissage poursuivi. Vous savez, les élèves en grande difficulté, les élèves avec des difficultés, ils vous font la tâche, ils font l'exercice, et disent « j'ai fini ». Mais ils ne sont pas systématiquement rentrés dans l'apprentissage. C'est-à-dire que, pour caricaturer, certains vont mettre un mot dans les trous. Donc les explications de ce qu'il y a à apprendre et pas seulement de ce qu'il y a à faire renforcent la capacité d'autorégulation et d'autonomie. Ce qui est important, c'est la différence entre faire et apprendre. Certains élèves sont, bien sûr qu'il faut faire pour apprendre, mais certains élèves sont systématiquement dans le faire. Donc toujours sur la lisibilité des apprentissages, il y a eu une intervention de Michel Grangin, qui est professeur à l'université de Grenoble, et qui lui a essayé de documenter ce que ça signifie que rendre visibles les processus implicites qui soutiennent l'enseignement. Et lui aussi, il dit tout de suite, il va falloir varier et coordonner les différents temps de l'enseignement. Donc, avant, avoir une idée claire des compétences visées, engager l'élève, et ça Catherine a réutilisé non pas motivation, mais engagement de l'élève dans l'activité, donc au début de l'activité, tout au long de l'activité, eh bien, guider cette activité, qui peut être en petit groupe ou en grand groupe, mais les élèves les plus fragiles ont nécessairement besoin d'un guidage. Et à la fin, l'importance de cette phase de clôture. Donc ça, vous avez aussi la référence de John Hattie sur le visible learning, on en pense qu'on veut, mais enfin en tout cas qui a fait une sorte de méta-analyse de ces éléments-là. Et en tout cas, les didacticiens ont montré que très souvent, la phase de clôture dite d'institutionnalisation, c'est-à-dire de reconnaissance de ce qu'on a appris aujourd'hui, est une phase qui est généralement chantée parce que c'est la fin de la séance, que la cloche sonne, etc., enfin la sonnerie, mais du coup, les élèves les plus fragiles ne repèrent pas explicitement ce qui vient d'être appris. Du coup, ça c'est important aussi par rapport à ce que Catherine a développé sur les dispositifs d'aide. C'est-à-dire que la France réfléchit beaucoup et généralement en dispositif de remédiation. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement qui est prodigué dans la classe et ensuite on met en place un groupe d'aide. Mais vous voyez que le risque, et ça c'est les travaux que je mène, c'est que certains élèves soient trop éloignés du savoir au moment où il est enseigné dans la classe et donc ne bénéficient pas de l'expérience de la classe et qu'on essaie en 20 minutes à la fin de la séance ou à un autre moment, de manière rapide parce qu'on n'a pas de temps, de réorganiser ce savoir auquel ils n'ont pas pu participer. Si on inversait, c'est-à-dire que si on mettait l'aide avant, de manière à permettre à certains élèves, même décrochés, de rendre accessible ce qui se passe en classe, à ce moment-là, ils profiteront aussi du temps de la classe. Un exemple, je suis très petit lecteur, on me demande de poursuivre une production écrite de ce texte, eh bien, je vais passer mon temps à essayer et à tenter de lire le texte, alors que les autres sont en train de produire la suite du texte.
Si on me permet d'avoir un temps de lecture du texte avant, avec l'enseignant, avec quelqu'un d'autre, à ce moment-là, je pourrais effectivement participer à la production écrite qui est attendue de l'ensemble des élèves. Donc je dissocie moins dans le temps de la classe des élèves qui pourtant ont des difficultés. Donc du coup, du côté des pratiques enseignantes, c'est bien parce que les élèves, apprennent, non, alors c'est mal dit, mais les élèves apprennent parce qu'ils sont confrontés à ce qu'ils ne savent pas. Bien ça, l'apprentissage, c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est le nouveau. Mais il faut un appui suffisant sur des connaissances déjà là. Donc si on fait réémerger les connaissances avant l'apprentissage, eh bien, on va pouvoir garantir alors des objectifs ambitieux et plus communs à tous. Et donc, on va accorder une primeur au collectif qu'est la classe, tout en prenant soin des relations personnalisées. Et là est la différenciation. La différenciation, en tout cas, ce qui est ressorti de cette conférence de consensus, c'est que la différenciation n'est pas de l'individualisation. Elle est de permettre à chacun l'accessibilité des situations collectives dans la classe. Et donc, un des moyens également pour permettre aux élèves de s'engager dans la responsabilité de leur apprentissage, c'est d'envisager l'évaluation fine des connaissances préexistantes des élèves. Ça, c'est du côté des enseignants, mais pas seulement dans les manques, il ne sait pas faire, mais bien dans ce qu'il sait faire aussi comme élément d'orientation pour mon action en tant qu'enseignante. Donc ça, c'est du côté de l'enseignant, mais c'est aussi de pratiquer l'auto-évaluation pour responsabiliser les élèves dans leurs apprentissages. Et là, Michel Granja a produit cette diapositive qui est toute simple, c'est-à-dire que d'un côté, dans le premier tableau, on a les compétences qui sont travaillées. On peut mettre en face à quelle activité de l'élève ça correspond, quels sont les exercices en fait, et de demander aux élèves où est-ce qu'ils en sont. Pas forcément à tous les élèves, mais aux élèves qui présentent le plus d'obstacles d'apprentissage. Est-ce que je pense réussir? Pas du tout, un peu, presque tout à fait. Et Michel Granja a montré, donc là vous avez aussi l'ouvrage, que ces éléments-là, mis en place de manière régulière avec les élèves les plus fragiles, apportent des progrès parce qu'ils stimulent l'engagement de l'élève et la responsabilité dans ses apprentissages. Donc vous voyez que du coup, du point de vue des pratiques enseignantes, on voit bien s'ouvrir une variabilité des postures, du plus près au plus désengagé via des documents que l'on met en place avant, pendant l'apprentissage, à la fin de l'apprentissage, après l'apprentissage, et qui vont faire varier et les postures des enseignants, mais aussi les postures des élèves. Donc là, j'essaie de documenter aussi avec un travail qui a été fait à nouveau par Roland Guagou, où il a essayé de penser des catégorisations d'actions pour aider. Et donc, il appelle ça les 7 familles de l'aide. Donc, on a exercer. Donc, certains élèves ont besoin d'un temps supplémentaire pour automatiser, pour s'entraîner. Réviser. Là, c'est pas tout à fait la même chose. On fait le point. Donc, on est dans une activité plus de régulation de ce qui vient d'être appris. On revient sur ce qu'on a fait. On prépare aussi l'évaluation qui va avoir lieu. Et cette démarche-là, elle est extrêmement importante avec certains élèves, surtout les plus fragiles. On met aussi, on soutient, c'est-à-dire on met un haut-parleur sur la pensée. Et là, on est sur peut-être des mots comme métacognition, par exemple. Mais c'est important de pouvoir dire comment on fait. Mais seuls ceux qui savent faire peuvent dire comment ils ont fait. Donc la métacognition, c'est important aussi de s'appuyer sur les élèves les plus avancés. Pour préparer, c'est-à-dire de permettre aux élèves les plus faibles de mieux tirer parti de la leçon du lendemain. Moi, c'est ce que je parlais d'anticipation. De revenir en arrière pour reprendre les bases, les habiletés, de compenser. Chez Roland Guagou, qui est spécialiste de la compréhension des textes écrits, c'est pour compenser, pour éviter que des élèves restent à des stratégies de surface. Ou faire autrement, c'est-à-dire changer de stratégie ou d'interlocuteur. Et ça peut être intéressant justement dans des dispositifs comme l'accompagnement personnalisé où les devoirs faits, où ils vont travailler avec d'autres qui ne vont pas expliquer de la même manière.
Du coup, qu'est-ce qu'on sait encore ou qu'est-ce que des éléments de la recherche montrent sur la partie des dispositifs? Je vais faire très rapidement, mais sur 4 points: la coopération, le tutorat, le regroupement des élèves autour d'un même besoin ou de travailler à plusieurs enseignants. Donc là, on a eu l'intervention de Céline Bux sur faire coopérer les élèves sur le site du CNESCO. Elle a fait aussi, après la conférence de consensus, une conférence qui est en ligne et où on retrouve, c'est pour aussi vous montrer qu'on retrouve toujours ces mêmes mots. C'est-à-dire que les dispositifs d'apprentissage entre pairs, oui, ils permettent de faire progresser les élèves. Le tutorat permet de faire progresser les élèves les plus forts. À certaines conditions, il permet de faire progresser aussi les élèves les plus en difficulté, à condition d'être suffisamment régulier, de faire en sorte que le tuteur soit apprécié du tutoré. Ce n'est pas la peine de mettre 2 élèves qui ne peuvent pas s'encadrer. Et dans cette régularité, et qui permet effectivement de faire progresser les élèves. C'est-à-dire qu'on voit que les dispositifs d'apprentissage coopératif, donc entre pairs, ils permettent de varier les situations d'apprentissage. Donc ça, on concourt à des éléments de la différenciation. Ça permet aussi, du coup, lorsqu'on fait varier les situations d'apprentissage et de mettre des apprentissages coopératifs, ça permet une disponibilité de l'enseignant pour accompagner certains élèves au sein de la classe. Et donc, du coup, cet accompagnement change aussi et modifie la relation ordinaire qu'opère l'enseignant auprès des élèves. Du coup, ça permet aussi, ce travail coopératif au sein de la classe, de garantir des objectifs communs, puisque tout le monde travaille au sein de la classe. Et du coup, on revient avec l'adoption des postures variées de l'enseignant: explicitation, observation, accompagnement, régulation et institutionnalisation, qui sont, dit la recherche, des éléments prouvés aujourd'hui comme efficaces auprès des élèves. Et donc, ça amène les élèves à expliciter leur cheminement, leur démarche, leur stratégie. Mais vous voyez bien que pour expliciter ces cheminements, ces démarches et ces stratégies, il faut quand même en savoir suffisamment sur l'apprentissage. Là, on va voir avec André Tricot ce qu'il propose un tout petit peu plus loin dans le diaporama, de manière très, très explicite. Donc je vous ai dit qu'un deuxième point, hormis le tutorat et le travail sur les pairs, c'est aussi intervenir en co-intervention ou en co-enseignement. Donc là, Catherine a montré l'importance des comités de suivi sur le dispositif premier degré, plus de maîtres que de classe, auquel j'ai eu la chance de participer. Eh bien, on a essayé de répertorier à partir de travaux anglo-saxons les modalités de co-enseignement ou de co-intervention. On a adjoint celui de coprésence qui n'existait pas dans les travaux anglo-saxons. C'est-à-dire qu'on voit que dans le co-enseignement, les enseignants sont dans un même espace. Dans la co-intervention, on peut être dans un même espace, mais l'espace peut aussi être différent. Quand je dis co-enseignement, je dis les 2 enseignants sont dans la classe et enseignent à tous les élèves. L'un peut mener, piloter l'apprentissage, l'autre peut passer dans les rangs pour aider. À certains moments, les 2 aident. À certains moments, l'un pilote et l'autre observe. Alors, maintenant, je ne le représenterai plus de cette manière-là, parce que quand on va regarder au sein des systèmes de co-enseignement, en fait, ça n'est pas du tout séparé. Ces 4 modalités co-agissent. À certains moments, on est à 2, puis ensuite il y a un qui passe, puis les 2 aident. Voilà, c'est vraiment... Mais on a ces mouvements perpétuels entre les 2 enseignants. Et ça, c'est une modalité qui, dans le second degré, dans les collèges et les lycées, dans les collèges, est vraiment en train de monter en puissance, parce que du point de vue de la DGH, il y a quand même possibilité de mettre en barrette des emplois du temps. Parfois, on va aussi utiliser peut-être un espace différent, mais on va aménager l'espace différemment. Ça peut être un enseignement en atelier, 2 enseignants, un atelier qui pilote un atelier chacun, sur les mêmes objets d'apprentissage ou pas, et souvent il y a un 3e atelier en autonomie. Le 6, qui est enseigné avec un groupe différencié, c'est dans le dispositif plus de maîtres que de classe celui qui est le plus usité, mais c'est celui auquel les enseignants français pensent le plus rapidement.
c'est-à-dire d'identifier un groupe d'élèves qui présentent généralement des difficultés et de l'apposer à la classe. Donc il y a un enseignant qui travaille avec un petit groupe d'élèves qui souvent présentent des difficultés, et l'autre enseignant continue avec l'ensemble de la classe. Et puis la dernière, l'enseignement en parallèle, c'est-à-dire 2 enseignants, on coupe la classe en 2 et chacun enseigne à un groupe donc moins nombreux. Voilà les 7 modalités. À l'heure actuelle, les travaux de recherche montrent qu'il n'est pas montré de manière visible qu'une des modalités est plus opérante que d'autres. C'est bien cette variété, c'est dans la variété en fait de l'accompagnement des élèves et des organisations qu'il va être important. Mais ce que l'on sait quand même aujourd'hui, c'est que, je reprends toujours mon travail, et qu'est-ce que peut représenter effectivement une école ou un établissement inclusif? C'est-à-dire que, tout à l'heure je vous ai dit que si on dissocie du système central des élèves, il y a des risques. On peut les dissocier. Il y a parfois nécessité de dissocier certains élèves pour composer des groupes plus petits. Mais ce qui va être le plus important, c'est d'accompagner ces élèves dans ce système auxiliaire dans la classe. Et donc explicitement montrer que ce qui est appris à l'extérieur de la classe est nécessaire pour mieux apprendre dans la classe. Et là, on solidarise les 2 institutions. Et du coup, les objets d'apprentissage sont nécessairement mieux ciblés, et parce qu'il va falloir cibler ce qui est fait à l'extérieur pour pouvoir accompagner dans le système central. Et du coup, on est sur un travail entre les 2 institutions qui concourt aux objets d'apprentissage en vie et en cours dans la classe. Donc là, vous voyez, on a un mouvement entre externalisation et internalisation. Et ce mouvement, il est nécessaire de l'accompagner. On peut trouver aussi un seul système, et donc là, on est beaucoup plus dans le co-enseignement, c'est-à-dire on est à 2, par exemple, au sein de la classe. Et être 2 dans la classe, on a les mêmes objets d'apprentissage, mais les boîtes à outils sont parfois différentes. Et c'est là où on est vraiment sur un système d'internalisation de l'aide. Donc ça peut être un enseignant, 2 enseignants, ça peut être un enseignant spécialisé, un enseignant avec un maître supplémentaire, etc. Et donc ce système d'internalisation, il est véritablement là. Mais je dis bien qu'il n'y a pas un système qui a produit aujourd'hui, du point de vue de la recherche, des résultats vraiment nettement meilleurs. Mais ce qui produit du résultat, c'est bien, des progrès chez les élèves, c'est bien une articulation en fait entre toutes ces modalités. Donc, mais du coup, quand on revient aux élèves et qu'est-ce qu'on dit quand on dit tenir compte des différences des élèves? Et là, l'intervention d'André Tricot était très intéressante parce qu'il est allé jusqu'au grain très très précis en fait de documenter en fait les enseignants sur qu'est-ce qu'on peut faire. Plus les élèves sont grands, plus sont âgés et plus on a tendance à leur laisser l'entière responsabilité des situations en disant sinon c'est pas juste quoi par rapport aux autres. Et là, les travaux d'André Tricot, donc là, on est vraiment sur des travaux de recherche avec des groupes témoins, avec des groupes sur des cohortes d'élèves suffisamment représentatives. Qu'est-ce qu'a montré la recherche? Qu'est-ce qui fait progresser les élèves? Pour les élèves, donc ce qui est en rose là, pour les élèves forts, on leur donne la situation problème. La situation problème, ça peut être une situation problème en mathématiques, mais ça peut être aussi répondre à des questions de compréhension. Les élèves forts, ils ont à faire tout. Les élèves faibles, si on leur laisse à faire tout, ils font rien. Parce qu'ils ne peuvent pas. Donc, du coup, ce que les recherches menées par André Tricot et les méta-analyses qu'il a fait, c'est l'importance de donner à l'élève le problème résolu. Les élèves les plus faibles, on leur donne le problème résolu. Et on leur demande d'étudier la situation. Alors que les autres, ils ont à résoudre le problème, les bons élèves. Ensuite, on peut alterner entre les problèmes résolus et les problèmes à résoudre, ou on peut donner le problème avec une solution partielle.
Mais vous voyez bien que si on laisse la responsabilité aux élèves faibles de résoudre l'entièreté de la situation, ils ne sont pas en mesure de le faire. Alors que leur activité cognitive, elle sera sur l'étude de la solution. Et souvent, on n'ose pas, en fait, en tant que professeur, en disant que c'est pas juste. Mais ce qui ne serait pas juste, c'est de donner le problème à résoudre à l'ensemble des élèves, parce que là, on ne fait agir, on ne fait travailler que les élèves, soit qu'ils savent déjà faire, soit qu'ils sont suffisamment proches de la situation. Ce qu'il a montré aussi, c'est que, bien, avec les élèves forts, on va éviter la redondance. On ne va pas répéter inutilement ce qui peut être présenté d'une seule fois. Donc ça aussi, c'est important à savoir. Les élèves forts, on leur dit une fois. Après, on leur dit, bah, tu te débrouilles. Quelque part, il faut bien situer aussi des obstacles, et en tout cas pour les élèves forts. Maintenant, chez les élèves faibles, il va falloir redire un certain nombre de choses, mais ça n'est pas suffisant. Dans son labo, ils ont travaillé à partir de plusieurs thèses de doctorat qui ont été récemment soutenues. L'importance de la présentation des documents que l'on donne aux élèves. Et ils ont montré à Toulouse que, eh bien, il va falloir réfléchir à l'intégration physique des informations que l'élève devra mettre en relation mentalement pour rendre cette information intelligible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on donne à un élève un texte et qu'on lui donne, par exemple, le lexique sur une liste en fin de texte, les élèves les plus faibles n'iront pas. C'est trop coûteux de passer de la lecture du texte à après le texte et de remonter dans le texte. Donc par exemple, un synonyme dans la colonne à droite sera beaucoup plus facile à gérer pour un élève avec des difficultés. C'est une intégration physique en fait des informations. En maths, on a souvent le texte de problème et la figure géométrique. Eh bien, c'est d'intégrer dans la figure géométrique les éléments du texte de problème, c'est-à-dire intégrer physiquement les informations. Pour les élèves les plus en difficulté, c'est d'éliminer toutes les informations inutiles ou décoratives. Et là, une thèse récente a montré que les manuels scolaires sont pitoyables. C'est-à-dire que, surtout les manuels d'histoire-géographie, par exemple, sur une page de manuel d'histoire-géographie, il y a jusqu'à 18 types d'informations différentes. Donc, au point de vue iconique, hein, des photos, des tableaux, des documents, enfin bref, mais aussi dans les polices de caractère, etc. Et alors qu'à un moment, on disait, c'est important que les élèves, par exemple, dans une situation de problème en mathématiques, ils enlèvent les informations inutiles. Non, ça ne fait pas apprendre les élèves. Ce qui est important pour les faire apprendre, c'est d'éliminer ces informations inutiles et de travailler vraiment sur le texte de problème nécessaire pour pouvoir engager un processus cognitif. Et donc, ce qu'ils ont montré aussi, c'est de présenter les sources d'informations que l'élève devra mettre en relation dans des modalités différentes, donc des modalités auditives ou des modalités visuelles. Maintenant, une déconvenue de la recherche, mais qui est importante à savoir aussi, c'est que par exemple, et ça je me réfère par exemple à des pratiques en sciences, où on pense qu'on va aider les élèves si on leur montre un documentaire ou un film pédagogique sur la question que l'on va aborder et à apprendre, en fait, ça n'aide aucunement les élèves. Ce documentaire, ce film pédagogique, il sera important une fois l'apprentissage réalisé, mais pas en amont. C'est les résultats aussi d'une recherche. Donc, du coup, si avec les élèves forts, on peut présenter le tout d'emblée plutôt que les parties, avec les élèves faibles, eh bien, l'information à présenter, si l'information à présenter est complexe, alors il faut la présenter progressivement, partie par partie. Par exemple, dans la lecture de texte, Sylvie Seb dit bien que, eh bien, on va lire le premier paragraphe, de quoi ça parle, on va lire le second paragraphe, de quoi ça parle, de quoi on parle depuis le début. Et c'est ça l'intégration sémantique, en fait. Et donc, c'est un peu lent, mais ça permet aux élèves de voir que les informations, elles sont à prendre en considération au fur et à mesure du texte. Et puis, cet élément-là, je l'ai déjà dit en filigrane, mais ça me semble très important, c'est-à-dire quand les élèves savent, ils peuvent s'auto-expliquer les relations les plus importantes, ou ils peuvent expliquer aux autres les relations les plus importantes.
Les élèves qui ne savent pas, ils ne peuvent pas expliquer. Moi, je vous donne un texte en chinois et je vous dis, bon, allez, allez-y. Vous allez me dire, sauf si vous connaissez le chinois, bien sûr, vous allez me dire, je ne peux rien dire, quoi. C'est un peu ça, les élèves, quand on leur dit, bon, comment tu as fait? Oh, ouais, j'ai fait, quoi. Donc, l'important pour les élèves les plus en difficulté ils ne peuvent pas expliciter les relations les plus importantes, c'est de mémoriser les relations les plus importantes. Et d'avoir des listes, il y a plein de moyens de faire en sorte qu'il y a des techniques, des éléments en tout cas assez méthodologiques, mais pas que, qui permettent de retenir en fait l'essentiel. Et que sur le travail en groupe, en fait, que les élèves soient forts ou que les élèves soient faibles, eh bien, finalement, on va mettre les élèves en groupe si le travail est utile, en groupe. Sinon, ils bénéficient tout autant de réaliser le travail tout seul. Donc, en conclusion, eh bien, vous voyez que la question centrale dans cette conférence de consensus n'a pas du tout été les organisations pédagogiques, parce que souvent différencier, c'est mettre en lien les organisations. Mais c'est bien, alors elles sont importantes certes, mais elles viennent après ce que l'on veut faire apprendre aux élèves. C'est qu'est-ce que je veux faire apprendre aux élèves, et à partir de là, quelles vont être les organisations qui seront les plus efficaces pour faire apprendre les élèves. Du coup, ce qui est important aussi, et Catherine l'a dit, mais c'est la dimension également des routines à stabiliser. C'est-à-dire de dire aux enseignants que différencier, d'abord, c'est pas individualiser, et ça n'est pas remettre en considération toutes leurs pratiques. Vous voyez bien que tout ce que je vous ai raconté, ce sont des choses qui sont des allants de soi. Mais de stabiliser des routines. C'est-à-dire de ne pas faire en sorte que les équipes, parce qu'il y a un nouveau dispositif qui arrive, remettent sur le tapis tout et une énergie folle pour finalement accoucher quelque part de souris. C'est-à-dire, bien entendu, ce sont ces routines, ces habitudes d'action qui sont à stabiliser. Et c'est ces routines et ces habitudes d'action qui conditionnent l'enrichissement futur des pratiques professionnelles et des pratiques professorales. Donc c'est bien ce que l'on sait faire et ce qui fonctionne, et de continuer à les mettre en place. Du coup, tout en étant attentif au fait que, ce que je vous ai dit, c'est que c'est important d'être très explicite dans la définition de la situation d'apprentissage, de gérer aussi la phase de synthèse de production des élèves. Qu'est-ce qu'on a appris? De penser à une diversité des postures, du guidage des élèves, mais aussi, ou du guidage de l'étayage, mais aussi de penser le désétayage à un moment donné, de travailler en équipe, parce que, comme disait Catherine, un seul ne peut pas le faire. Du coup, ça demande effectivement un pilotage aussi, et que ce pilotage pédagogique est particulièrement important, et pour les chefs d'établissement avec des mises en barrette, etc. Et puis des formations qui sont à instaurer. Et ces formations, dirait Linda Halal, elles sont importantes au sein de l'établissement, de manière à ne pas déconnecter le tout. Si on déconnecte, moi j'aime bien cette petite image du cahier pédagogique, c'est-à-dire que on reste sur la multiplicité des dispositifs. Et à ce gamin qui dit, si je rate le devoir, je suis bon pour 1 heure de soutien, si je le réussis, j'écope d'1 heure d'approfondissement, c'est un art délicat que de rester médiocre. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies aussi des élèves ensuite pour ne pas y être. Donc, et puis, vraisemblablement, aujourd'hui, on entend beaucoup parler du climat de classe ou du climat d'établissement comme étant extrêmement important. Mais vous voyez bien que ce climat de classe ou ce climat d'établissement qui est important, il est bien en lien avec les apprentissages scolaires et pas uniquement avec les locaux ou la restauration. Mais c'est bien sûr de quelle manière on prend en considération l'hétérogénéité et les apprentissages de cette hétérogénéité dans une école, dans un établissement qui se veut inclusif. Donc j'ai mis aussi une bibliographie et vous verrez qu'on a des éléments très communs. Je vous remercie de votre attention.